Bonjour à tous. Merci d'être chez Transparence aujourd'hui pour cette table ronde de stratégie et d'action dans les banques industrielles qui correspond aux attentes des investisseurs. Et là, c'est un peu près. C'est un événement hybride, donc je crois que vous êtes une quinzaine en ligne aussi. Et donc, merci d'être ici aujourd'hui. C'est un événement en partenariat avec l'ANIA et le Club France Invest. Et pour répondre à cette question aujourd'hui, je serai accompagné de Philippe Trappin, Michel Chabanel, Sandrine Bouchon et Bora Raja Osebora, qui interviendront après sur la scène pour répondre à plusieurs questions sur cette thématique. Rapidement, pour débuter cette table ronde, on voulait faire un panorama de la réglementation liée à la finance durable qui concerne à la fois les acteurs financiers et les entreprises. Bon. L'idée, c'est pas du tout de vous assommer avec plein de textes, c'est de juste planter le cadre de la réglementation qui est actuellement en cours de discussion et qui s'applique en partie déjà. La réglementation est à la fois européenne et française. Elle concerne donc les sociétés de gestion, aussi les banques, les assurances et les entreprises. Toutes les entreprises, on va voir. Il y a un premier texte qui est très important à connaître, c'est la taxonomie européenne qui permet de déterminer si une activité économique est durable sur le plan environnemental, et ce par rapport à ses objectifs environnementaux. Rapidement, c'est un processus en 4 étapes. D'abord vérifier si l'activité est éligible à la taxonomie, ensuite voir si l'activité contribue à l'un des 6 objectifs environnementaux qui sont l'adaptation au changement climatique, l'atténuation du changement climatique, la biodiversité, l'économie circulaire, la pollution et la protection des ressources marines et aquatiques. Ensuite, que cette activité ne pose pas de préjudice important aux 5 autres objectifs et vérifier que l'activité respecte un certain nombre de garanties minimales en matière de droits et droits du travail. Aujourd'hui, cette taxonomie environnementale est en cours de déploiement. Et chose importante pour les entreprises de l'agroalimentaire, on attend un texte de critères d'examen technique sur le secteur de l'agriculture notamment, qui devrait arriver dans les prochaines semaines. En fait, c'est-à-dire un texte qui a été retardé déjà depuis plusieurs mois. Deuxième texte important pour planter le décor, c'est le règlement européen SFDR ou Disclosure, qui lui s'applique aux acteurs financiers et qui va avoir un objectif de renforcer l'obligation de transparence des sociétés de gestion et des fonds. À noter plusieurs lots d'obligations. Un premier lot d'obligations vis-à-vis des entités elles-mêmes. Vous voyez sur la droite, les sociétés de gestion devront divulguer des informations sur les politiques relatives à l'intégration des risques de durabilité, déclarer si elles prennent en compte ou non les principales incidences négatives de leurs décisions d'investissement, etc. Des obligations aussi à l'égard des produits financiers. Aujourd'hui, vous entendez parler beaucoup de fonds article 6, article 8 ou article 9. Les fonds article 6 sont des fonds mainstream, sans préférence extra-financière particulière. Les fonds article 8 sont ceux qui vont promouvoir les caractéristiques environnementales et sociales. Et les fonds article 9, l'article 9 sont ceux qui ont un objectif d'investissement durable. Ça, c'est très important aujourd'hui. On attend encore des textes à venir, mais ça va obliger les acteurs financiers à déployer des stratégies particulières vis-à-vis de cette réglementation. Aussi à noter que ce texte, avec un texte qu'on va voir dans la slide précédente, consacre l'approche dite de la double matérialité, qui consiste pour l'entreprise à prendre en compte son impact vis-à-vis des facteurs ESG, de l'environnement, de la société notamment, mais aussi à prendre en compte les impacts ESG sur son activité elle-même. Si je schématise
Oh. Ah, merci. Avant-dernier texte, la CSRD. On a peut-être entendu parler ces derniers temps. Et là, cette fois-ci, concerne les entreprises non financières, avec l'introduction d'un rapport de durabilité et la consécration de la double matérialité. Je ne vais pas dire tout ce qu'il y a sur cette slide, mais concrètement, vont entrer dans le champ de cette directive les entreprises de plus de 250 salariés, de 40 millions de chiffre d'affaires et de 20 millions d'euros de bilan. Ça concerne en Europe environ 50 000 entreprises qui devront publier un rapport de durabilité avec énormément de sections, énormément d'informations à publier. Et pour ce faire, l'Europe travaille au niveau de ce qu'on a un groupe d'experts, les FRAG, à des normes d'information du reporting de durabilité, les ESRS. Et ces normes vont préciser les informations que ces entreprises soumises à la CSRD devront publier sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance. Il y a des projets de normes, c'est des centaines de pages, des KPI partout, c'est très technique. Et également, très important, la consécration, là c'est le deuxième texte, de la double matérialité en Europe. Et en fait, ce qu'il faut savoir, pas fini avec ce concept, c'est qu'il y a une vision européenne et une vision anglo-saxonne qui sont différentes. Le monde anglo-saxon promeut ce qu'on appelle la matérialité simple financière, qui consiste à prendre en compte que le risque financier, il n'est pas à prendre en compte le risque ESG, en fait, si je schématise. Et ces travaux sont menés au sein de l'ISSB par Emmanuel Faber, que je pense que tout le monde connaît ici. Et les discussions sont très intenses entre les deux continents. Et enfin, au niveau de la date d'entrée en application, date qu'il faut retenir, c'est 2025 pour les grandes entreprises, donc qui passerait l'un des deux critères précédents, 250 salariés, 40 millions de CA ou 20 millions de bilan. C'est pour bientôt. Et dernier texte pour laquelle je vous assomme avec la réglementation. La CSD, c'est CSU 3D, en fait, et le devoir d'introduction au niveau européen, le devoir de vigilance qui existe déjà au niveau français. Ce texte est en début de son examen, son parcours au niveau européen. Ça va prendre encore de nombreux mois. Ce qu'il faut noter, c'est que le champ des entreprises concernées n'est pas le même par rapport avec la CSRD évoquée précédemment. Ça ne simplifie pas les choses. À noter, ce qui pourrait vous intéresser dans le monde de réglementaire, c'est que les entreprises de plus de 250 salariés avec un chiffre d'affaires mondial de plus de 40 millions d'euros, dont la moitié de ce CA serait généré dans des secteurs à fort impact testé, dont l'agroalimentaire et les produits alimentaires seraient dans le champ. Et concrètement, la CSRD reviendrait pour ces entreprises-là à prendre des mesures pour éviter leurs incidences négatives de leurs activités, mais aussi c'est de leurs filiales et de toute la chaîne de valeur sur les droits humains et les droits environnementaux. Et ces entreprises devraient mettre en place une politique en matière de devoir de vigilance. Et pareil pour la date d'entrée en application, comme le parcours n'est pas fini, c'est plus de 2 ans qu'elle entre en vigueur, donc on est encore vers 2024, probablement. Donc j'en ai fini avec le panorama réglementaire. C'était vraiment juste pour vous présenter le décor de qu'est-ce qui se passe en ce moment au niveau de la réglementation en matière de critères ESG d'extra-financiers, qui concerne à la fois les acteurs financiers, donc les sociétés de gestion, mais aussi les entreprises. Et maintenant, je vais inviter à monter sur scène, si je puis dire, Sandrine Blanchement, qui est directrice du pôle alimentation saine, sûre et durable de l'ANIA, l'Association nationale des entreprises agroalimentaires, Michel Chabanel, président de CRA Partners, Déborah Raja-Osopora, responsable PDG de CRA Partners, et Philippe Raffin, vice-président de l'Union. En quelques mots sur chacun, je ne sais pas si on est au courant. Aujourd'hui, c'est deux mondes qui sont les grands ici. L'ANIA, si je ne dis pas de bêtises, c'est le premier secteur industriel en France. C'est plus de 17 000 entreprises, dont 90% de PME, plus de 400 000 employés et environ 200 milliards de chiffre d'affaires.
Sierra Partners, c'est un fonds d'investissement thématique dans l'agroalimentaire, investisseur majoritaire, et c'est environ 1,2 milliard d'actifs sous gestion et plus de 100% d'investissements réalisés depuis 2004. Et Philippe Raffin Incap, qui est un cabinet de conseil et d'accompagnement spécialisé en structuration de communication et de stratégie RSE, avec des clients du monde de l'agroalimentaire. Je ne sais pas si je peux en citer. Bell, Savencia. Beaucoup de... Non, mais... on va commencer par une première question pour Sandrine. Quel est le rôle de l'ANIA en matière d'accompagnement à la prise en compte des enjeux RSE des entreprises de l'agroalimentaire? Et si vous pouvez dire un peu plus sur l'activité du département. Oui, voilà. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Oui, je vais quand même expliquer un petit peu ce que c'est l'ANIA et comment on s'organise et comment on accompagne les entreprises, parce que quand on n'est pas proche des difficultés, on ne sait pas forcément. Donc l'ANIA, il a bien dit en termes de chiffres, mais si on regarde plus précisément comment l'ANIA est composée, l'ANIA c'est une fédération professionnelle, mais en réalité une confédération, puisqu'elle regroupe en sein 30 syndicats métiers. Donc, un syndicat métier, c'est le syndicat secteur laitier, de la charcuterie, de la bière, etc. Donc 30, et plus 17 associations régionales. Donc, en fait, quand l'ANIA parle, quand l'ANIA essaie de trouver des positions communes, quand l'ANIA accompagne, en fait, elle doit trouver l'ensemble des dénominateurs communs de ce petit monde. Je vous laisse imaginer, c'est pas toujours simple. Et donc, en fait, comment on est organisé? On est, évidemment, au sein de l'ANIA, c'est 20 personnes, c'est finalement une toute petite équipe. Il va avoir un pôle recherche-innovation, un pôle économie, un pôle affaires sociales, un pôle communication et un pôle qui s'appelle alimentation saine, sûre, durable et accessible que je dirige. Donc, ce pôle, c'est 5 personnes. C'est un petit quart de l'ANIA. Et en fait, quand on parle de RSE, dans mon équipe, il n'y a personne qui est responsable RSE. En fait, tout le pôle est dédié de manière transversale à la RSE. On a considéré à l'ANIA qu'accompagner les entreprises sur la RSE, c'était les accompagner sur l'ensemble des dimensions que je viens de citer. Alors, plus précisément, on travaille dans le pôle alimentation saine, sûre et durable, sur une partie qui est relative à la qualité nutritionnelle, l'offre alimentaire, la composition des aliments. Une partie sur l'information des consommateurs, l'étiquetage, les allégations, etc. Le numérique, l'environnement, on y reviendra évidemment, et sur tous les process industriels, l'eau, l'énergie, etc. Et puis l'économie circulaire et l'emballage. Donc, une personne est responsable de l'ensemble de ces thèmes et c'est l'ensemble de ce pôle qui finalement construit l'accompagnement de la RSE chez nos entreprises. Alors, en fait, qu'est-ce que fait une fédération professionnelle? Eh bien, elle décrypte la réglementation de ces entreprises. Je vous rappelle quand même 17 000 entreprises, 98% de PME et TPE. Donc, quand on voit la vitesse, la présence exponentielle de la réglementation aujourd'hui pour une PME, c'est juste impossible à suivre sur l'ensemble de ces sujets parce que là, j'évoque tous les thèmes et vous imaginez, alors là, on a passé la loi AGEC, la loi climat et résilience, qui sont des lois très, très structurantes. La loi AGEC, c'était 2020. Les décrets continuent à sortir encore toutes les semaines. Ils sortent encore aujourd'hui et certains sont pas encore sortis pour des applications au 1er janvier 2023. Imaginez, pour un chef d'entreprise, c'est quand même très complexe à mettre en œuvre. Donc, on décrypte cet environnement. On décrypte aussi pour les adhérents l'évolution des consommateurs, de leur comportement, de leurs attentes, l'évolution de la société. On peut aider, d'ailleurs, par l'IGUP, parfois sur ce sujet-là. Donc là, on est accompagné aussi pour décrypter ça. Et puis, on fait un point qui est très important, qui est la construction de partenariats de collectifs. Et en fait, moi, j'accompagne jamais une entreprise, non pas seulement parce qu'il y en a 17 000, mais mon rôle n'est pas là, c'est parce qu'en fait, on doit accompagner des démarches collectives. Donc, la RSE, pour moi, c'est pas une démarche d'une entreprise, même si je sais ce qu'elles font, mais ça va être plutôt de les porter, de valoriser ce qu'elles font dans un système collectif avec des partenariats, avec Too Good To Go, sur le gaspillage, avec les banques alimentaires, sur le don, avec... Voilà, on va construire autour des entreprises un dispositif collectif qui va aussi les aider à valoriser leur démarche, etc., tout en gardant leur singularité.
Et bien aussi, un des points importants du pôle, c'est de les accompagner sur la gestion de crise. Et en fait, la gestion de crise, il y a une crise sanitaire, il y a une crise économique, et puis là, elles se surajoutent les unes aux autres. Et c'est très important parce qu'en fait, à la fois la réglementation avance, à la fois les entreprises avancent, à la fois elles font leur propre démarche, et en même temps, la crise actuelle et qui dure, voilà, qui va continuer, fait que certains points ne peuvent pas être mis en œuvre comme prévu. Et donc ça, il faut le prendre en compte, c'est très important. Quand on ajoute Covid, Ukraine et autres, eh bien, ça peut ralentir des démarches. Et là, on est là pour les accompagner, pour expliquer aussi au pouvoir public les difficultés que les entreprises rencontrent et que la démarche RSE dans son ensemble va peut-être en pâtir. Voilà. Bon, on reviendra dans les thèmes après. Tania est le fondant de France Invest et on essaie d'embarquer tout le monde dans leur réglementation. Et nous, à côté de France Invest, on a le même rôle, d'embarquer nos 400 membres de système de gestion dans la réglementation du finance durable. Parce que vous avez 90% du PME et si je dis pas de bêtises, le membre entre guillemets la photo chez France Invest, c'est 15 collaborateurs au sein de société de gestion et que les sociétés de gestion n'ont pas de responsables finance durable ou ESG, on vous dit encore un vrai sujet d'embarquer tout le monde. Poser une première question à Michel et Déborah. Sur vos attentes vis-à-vis des entreprises de l'agroalimentaire, surtout justement ces thématiques ESG, environnementales, sociales. Et la deuxième question en même temps, c'est est-ce que les priorités stratégiques sont mises en œuvre par les entreprises de l'agroalimentaire permettent de répondre à vos attentes, à vos besoins en termes de critères ESG imposés par la réglementation au business. Donc, comme l'indiquait Damien, nous, on est une société de gestion qui gère des fonds dédiés aux PME et TI, mais dans la thématique de l'agroalimentaire. Donc, les PME et TI qui interviennent sur toute la chaîne, donc, effectivement, tout ce qui est agroalimentaire pur, mais ça peut être également des entreprises qui sont des fournisseurs d'équipements, de packaging, de services, d'informatique, liés à l'industrie agroalimentaire. Donc, on est plus particulièrement sensible à ces problématiques-là. Et aussi le fait qu'on accompagne à la fois en capital, en dette, en différents produits, ça nous permet effectivement d'avoir un portefeuille assez important et ça nous a permis dans le passé de mettre en place, on y reviendra, en termes d'ESG, un certain nombre de choses qu'on ne pourrait pas faire si on n'avait qu'un seul fonds. Parce qu'on a effectivement en moyenne, en permanence, une 60aine d'entreprises dans notre portefeuille de différentes tailles, avec des rôles différents, parce que non, on ne joue pas le même rôle quand on est un simple prêteur et lorsqu'on est actionnaire, mais ça nous permet effectivement quand même d'avoir un échantillon des pratiques, etc., qu'on partage avec nos équipes. Moi, j'aurais peut-être commencé par un commentaire général sur l'agroalimentaire, c'est que malgré ce qu'on peut lire dans la presse, malgré les problématiques de l'agroalimentaire, puisque finalement tout le monde est concerné par l'agroalimentaire, puisqu'on mange, on cuisine, etc., et tout le monde a un avis assez tranché sur ces problématiques-là. L'industrie agroalimentaire, et puis nous on le voit en tant qu'actionnaire, en tant qu'investisseur, est une industrie qui, en termes RSE, est globalement un très bon élève. Parce que pour des raisons de sécurité alimentaire, pour des raisons de réglementation, de certification, de démarche, parce que leurs clients sont en attente de ça, avec, comme je disais tout à l'heure, avec des attentes de clients, de consommateurs qui sont variés, du bio à moins de pesticides, à d'autres produits, à des produits qui sont très variés d'un consommateur à un autre, ce fait que l'industrie agroalimentaire s'est impliquée dans ces sujets-là depuis longtemps et finalement, pour moi, en tout cas, c'est un très bon élève en termes de RSE. Ça n'empêche pas qu'on peut toujours progresser. Il y a des choses qui avec d'autres challenges dans les prochaines années, mais c'est une industrie qui est de ce point de vue bien positionnée. Nous, la problématique dans notre approche ESG, c'est comment on va accompagner ces entreprises et comment on va définir nos objectifs. Effectivement, quand on prend SFDR, il y a 15 critères. On s'aperçoit que ça ne s'applique pas forcément à toutes nos entreprises. Chaque entreprise est différente, les enjeux sont différents. Et donc, nous, on a essayé de définir 3 grands piliers d'accompagnement de nos entreprises, parce qu'on trouve que ça reprend assez bien les grands enjeux de l'agroalimentaire. Le premier, c'est mieux nourrir, parce qu'il ne faut pas oublier que le premier objectif de nos entreprises agroalimentaires, c'est d'offrir une offre diversifiée de nourriture qui répond aux besoins nutritifs et également à un prix abordable.
pas seulement de faire que du bio, que des produits élitistes, mais également d'arriver à produire suffisamment à un prix abordable pour l'ensemble des consommateurs. Et ça rentre dans notre définition du mieux nourrir, en encourageant, en mettant des produits effectivement de plus en plus sains, de plus en plus avec des recettes moins complexes, choses comme ça, etc., pour répondre aux attentes et aux besoins de développement. Mais le premier objectif quand même de l'industrie agroalimentaire, c'est quand même mieux nourrir notre population. Deuxième pilier qu'on a défini dans notre stratégie d'investissement, c'est mieux vivre, parce que l'agroalimentaire finalement est aussi un paramètre important de la santé, participe au bien-être et à la santé de la population. Et donc, effectivement, pour nous, c'est important que nos entreprises s'insèrent dans cette démarche et donc recherchent à produire des produits plus sains, avec notamment, par exemple, moins de sel, moins de sucre, des produits avec moins d'ingrédients, etc. Et on y essaie, pas pour toutes les entreprises, mais c'est souvent un enjeu important. Enfin, troisième pilier qui est aussi important pour nous, c'est le mieux produire. Alors, ça prend bien sûr en compte tout l'amont, effectivement, le bien-être animal, moins de pesticides, donc moins d'impact sur notre environnement, mais également, quand vous êtes une entreprise agroalimentaire, vous êtes en transformation, donc vous utilisez l'énergie, de l'eau, etc. Et donc, effectivement, on est dans une démarche de comment aider les entreprises à mieux produire, à avoir un impact moins important sur l'environnement. Et donc, notre stratégie d'investissement, c'est vraiment de dire, il faut que les entreprises dans lesquelles on investisse s'impliquent au moins dans de ces trois piliers. Alors, certaines sont moins concernées par les uns ou les autres, ou sont déjà, on a une entreprise dans le portefeuille qui est grossiste de produits bio, forcément, sur tout ce qui est mieux produire, sont déjà relativement, répondent à beaucoup de critères. N'empêche que, il y a d'autres problématiques de transport, de déchets, de recyclage, etc., qui sont importants et sur lesquels elle va s'impliquer et elle essaie de s'améliorer. Voilà, donc notre objectif, nous, en termes de RSE, c'est vraiment d'accompagner ces entreprises sur ces piliers-là, de leur donner les moyens de s'améliorer, parce que, on verra plus tard, mais c'est un point aussi important pour leur développement, leur pérennité et leur valorisation. Merci. D'abord, est-ce que vous avez mis en place donc, une stratégie, trois grands axes, mieux nourrir, mieux vivre, mieux produire. Est-ce que côté entreprise alimentaire, ce qui est mis en place en termes de RSE, ça match avec vos besoins initialement, ou c'est vraiment cette notion d'accompagnement et d'échange qui va permettre de faire correspondre à... Alors, bonjour à tous. Oui, effectivement, je pense qu'il faut distinguer deux choses. C'est d'une part l'alignement d'intérêts avec l'entreprise et nous en tant qu'investisseurs, c'est bien sûr de créer la valeur sur le long terme, ce qui va permettre bien sûr la pérennité de l'entreprise. Donc au niveau de la RSE, on sait tous que c'est assez global, mais toutes les PME n'ont pas forcément de ressources allouées sur la RSE, donc soit on discute avec les dirigeants ou ceux qui ont une responsabilité sur ces chantiers et qui permettent en fait d'embarquer l'ensemble des collaborateurs. Donc nous, ce qu'on regarde en fait chaque année, on envoie une enquête annuelle ESG pour identifier la démarche RSE globale, tout ce qui va être au niveau des piliers environnementaux, sociaux et de gouvernance. Et puis pour notre thématique plus particulièrement sur la supply chain, pour tout ce qui est fournisseurs et l'intégration des critères environnementaux et sociaux dans les chartes ou des signatures qui prouvent en fait la traçabilité et les critères dans la sélection des fournisseurs. Donc c'est ce qu'on regarde. Et pour la deuxième chose, c'est que au regard des exigences réglementaires, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, Damien, sur par exemple les 14 indicateurs de la SFDR, c'est pas forcément adapté à nos entreprises, par exemple celles qui ont 20 salariés, et on leur demande des indicateurs sur tout ce qui va concerner, par exemple, ceux qui n'ont pas forcément la consommation d'eau sur les entreprises de services ou sur tout ce qui va être déchets dangereux. Ça ne va pas forcément concerner toutes les entreprises. Donc, on leur explique que nous, on a besoin de ces indicateurs, mais qu'on les accompagne aussi sur nos différents piliers où on a des indicateurs spécifiques concernant nos entreprises. Et par exemple, il y a une entreprise de packaging
qui, du coup, on les incite bien sûr à valoriser leur démarche. Donc, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils recherchent un cadre structurant sur des certifications, par exemple, ça s'appelle le label NOR pour l'incorporation de matières recyclées. Et c'est quelque chose qu'on souhaite aussi valoriser dans leur démarche parce que ce sont des projets assez lourds pour les équipes et ça leur permet aussi de se distinguer par rapport au marché. Donc, c'est ce qu'on en voit aussi en termes de benchmarking. On fait pas mal de retours personnalisés à nos participations qui répondent à cette enquête pour justement valoriser leur démarche et communiquer davantage aussi pour valoriser en interne à la fois et aussi en externe par rapport à toutes leurs parties prenantes. Merci. Et oui, je me tourne vers Philippe, ça fait la transition. On a vu sur le panorama que la réglementation, ça peut être assez froid. Il y a un cadre avec des critères ESG et notamment les indicateurs mentionnés par Déborah, ce qu'on appelle les indicateurs PAI de SFDR, sur lesquels les acteurs financiers vont devoir faire un reporting technique. Je crois il y a une nouvelle approche qui est mise en œuvre au niveau européen de l'autonomie de matérialité. Donc c'est assez technique, c'est un peu assez hors sol. Et vous, pourquoi est-ce que c'est important et voire même maintenant essentiel pour les entreprises de l'agroalimentaire, ou peut-être même d'autres secteurs, de construire une histoire, un récit autour de cette RSE et vis-à-vis de leurs parties prenantes diverses. Écoute, j'ai envie de répondre à ta question par une autre question. On est dans une situation de tension et d'attention sur l'attractivité métier des entreprises, tension de recrutement. Et donc, j'ai envie de te poser la question, de nous poser la question, est-ce qu'on séduit un candidat à fort talent avec la SBTI? Est-ce qu'on embarque les salariés avec la taxonomie verte et une meilleure plus générale? Est-ce qu'on fait rêver les consommateurs autour de l'un des 14 acronymes, si ce n'est 28, qui structurent la mesure de l'ESG? Donc, je pense que la réponse, évidemment, est non. Et à l'inverse, si je cite des entreprises comme Patagonia, comme Schneider Electric, et dans l'agroalimentaire comme Danone, malgré l'allusion, enfin, c'est pas une allusion, mais la mention que tu as faite que Emmanuel Faber est passé peut-être de l'autre côté du champ de bataille normatif sur la matérialité, mais Bell, Mark Innocence ou Lidl, on a des exemples qui, je pense, tout le monde a en tête d'entreprises, de marques qui ont une empreinte réputationnelle extrêmement forte. Et en fait, ce qui est commun à l'ensemble des exemples que je viens de donner, c'est le fait que chacune de ces entreprises, de ces marques, a structuré un récit fort, articulé, qui, d'une part, détermine quelle est leur utilité sociétale, à quoi ils servent. Ils ont travaillé sur cette notion-là et ils l'ont exprimé. Ensuite, quel est dans l'ADN ce qui les pousse, ce qui appelle à une démarche d'engagement forte. Et ensuite, derrière, un récit qui aussi dit où on va, en général ensemble évidemment, et comment on y va. Et donc, je pense que finalement, pour répondre quand même à ta question directement, les trois bonnes raisons d'avoir un narratif fort et structuré autour de la démarche d'engagement sont d'une part alors, l'attractivité employeur, j'en parlais au début, et je voudrais juste vous citer un chiffre que j'ai entendu à Pondura il y a 15 jours. Qui m'a fait froid dans le dos, une étude qui est extrêmement récente sur le sentiment des salariés par rapport à l'engagement de leurs entreprises. Un salarié sur deux en France considère que la démarche de son entreprise soit n'est pas valide, soit n'existe pas.
Et je vous fais grâce des nombreux chiffres qui parlent des conséquences de ce constat pour les salariés, c'est-à-dire des conséquences en termes de désengagement, en termes de perte. Sans aller jusqu'au quiet quitting dont tout le monde a entendu parler récemment, mais en tout cas, une perte d'investissement dans l'entreprise. Donc, cette première raison est déjà en soi extrêmement brûlante. La deuxième, c'est bon, l'aspect réputationnel plus général de l'ensemble des parties prenantes au-delà des salariés de l'entreprise. Et puis, il y a une troisième raison, je pense, qui est un peu moins intuitive et qui est de donner du temps au temps. La démarche de transformation et le loyauté qui font ça, parce que je suis sûr que les têtes font ça, elle est très très complexe. Elle est très complexe, elle est plurifactorielle, elle implique, je me souviens des temps où dans la communauté, on a finalement il y a 10 ans, quand on a démarré, et une ou deux ou trois thématiques qui étaient très structurantes. Maintenant, l'agroalimentaire, et peut-être un tout petit peu avant d'autres secteurs, a compris que c'est à 360 degrés, et c'est très, très compliqué d'avancer. Et donc, bénéficier d'un narratif structuré et fort, ça permet aussi aux entreprises de donner des marges de manœuvre pour pouvoir travailler sur les zones qui sont plus difficiles sans être en permanence au fond du canon du jugement court-termiste. À partir du moment où on a un cap qui est clair et que ce cap est exprimé y compris, on peut demander de la patience aussi sur des aspects de cette transformation qui sont plus complexes. Merci beaucoup. Franck, est-ce que tu prends une question? Non. Pas de première question en ligne. Je vais revenir vers Sandrine. Puis, on peut commencer à aborder l'historique, les raisons de prendre en compte la RSE dans les entreprises de l'agro. Et c'était pour savoir comment, historiquement, justement, cette RSE a été prise en compte dans l'industrie agroalimentaire. Quels sont les premiers apprentissages en fait, et son projet dans le futur. Quels sont les futurs enjeux et challenges, que ce soit des challenges réglementaires, sociétaux, business et réputationnels. Oui, tu commençais à en parler, et vous l'avez bien dit, en fait, les entreprises de l'agroalimentaire se sont très très rapidement développé la RSE, d'ailleurs sans l'appeler comme ça au début, évidemment. Après, finalement, ça se conceptualise, mais les démarches étaient déjà là. Et la raison, elle est évidemment assez simple, c'est-à-dire que d'abord, il y a un lien particulier avec l'alimentation, les consommateurs, c'est un lien intime avec l'alimentation, donc on en attend beaucoup. On a un lien proche avec l'alimentation. Il y a un lien très fort avec la nature, avec les agriculteurs, avec l'amour agricole. Il y a un chiffre qu'on oublie parfois ou qu'on ne connaît pas, mais qui est intéressant, c'est que les entreprises agroalimentaires transforment 70% de la production agricole. Elles transforment 60% de la production agricole et fabriquent 80% des produits achetés par les Français sur le marché. Donc en fait, il y a un lien très très proche dans l'ensemble des territoires avec les agriculteurs et avec l'amour agricole, qui en fait un lien très fort et qui, avec des exigences, évidemment, à la clé avec ça, des consommateurs qui veulent tout connaître de son aliment, d'où il vient, comment il est fait, pourquoi, comment, etc. Très grande curiosité, très grande exigence, et qui a évidemment très rapidement obligé, finalement, responsabilisé et obligé les entreprises à investir la partie RSE et à le montrer. Donc, c'est aussi dire qu'il y a aussi, j'ai envie de dire, provoqué un peu cette démarche peut-être plus historique que dans d'autres secteurs. Et quand on regarde les thèmes, c'est assez intéressant parce que, en effet, rien ne s'est arrêté, tout se superpose. Alors, on a maintenant des thèmes de plus en plus nombreux, rien ne s'est arrêté, mais quand même, quand on regarde les premières démarches, les premiers engagements qui ont été mis en place, c'était quand même autour principalement de la nutrition, de la santé. C'était vraiment les attentes, les premières attentes des consommateurs, des démarches responsabilisées, c'était une alimentation saine, une alimentation sûre aussi.
mais l'idée c'était qu'elle soit saine, qu'elle soit bonne pour les consommateurs. Et toutes les démarches ont été au début, une vingtaine d'années, etc., très structurées autour de ça, et avec des constructions de politiques publiques aussi autour de ces éléments. C'est-à-dire qu'il y avait des attentes sociétales et des politiques publiques très structurantes pour les entreprises, avec des plans national nutrition, des plans national alimentation aujourd'hui, etc. Et donc, et une réglementation, elle aussi, extrêmement stricte. Donc, les entreprises se sont très tôt engagées à réduire le sucre, le sel, le gras, augmenter les fibres. Non pas qu'elles aient arrêté aujourd'hui, mais elles sont dans une démarche toujours de progrès, bien entendu. C'est vraiment les premiers les points de départ. Et avec des éléments pour le prouver, c'est-à-dire qu'en début des années 2010, 2010, je pense, l'Observatoire, par exemple, de la qualité alimentaire a été construit, en partenariat avec les pouvoirs publics, les instituts d'évaluation des risques, qui montrent, qui évaluent et qui mettent à disposition, en effet, les efforts faits sur toutes les recettes en réduction de sucre, sel et gras. Donc, en fait, il y a des démarches, mais aussi des moyens de les évaluer qui ont été mis en place très rapidement. Et puis, il y a cette partie santé, elle est évidemment liée à l'offre nutritionnelle, aux recettes, mais aussi à toute une partie qui est liée à la pédagogie, à l'éducation. L'éducation à l'alimentation est un point important. Alors, en France, on a plutôt une meilleure éducation à l'alimentation que dans d'autres pays, mais néanmoins, et on en parlait tout à l'heure, il y a quand même pas mal de critiques par rapport à l'alimentation qui n'a jamais été aussi sûre. Il y a pas mal de critiques sur les produits sucrés. Il y a pas mal de critiques. Et pour autant, les démarches de travail et d'amélioration des recettes ont quand même eu lieu. Donc, il y a cette exigence et il y a un besoin d'expliquer. Ça veut dire quoi quand on scanne un produit avec une note? C'est quoi un produit avec un nutrition rouge? C'est quoi une note sur une application? C'est seulement un produit à un moment donné. C'est pas une alimentation globale, nutritionnelle. C'est pas un régime alimentaire. Et donc, cette compréhension du régime alimentaire est très important. Il y a eu énormément de travaux faits par les entreprises pour s'engager, pour expliquer ce que c'était cette diète alimentaire avec des films faits avec Link d'ailleurs, des courts-métrages faits pour les enfants, etc., pour expliquer cette pédagogie. Vraiment, on était sur cette dynamique continue et puis qui a été progressivement et actuellement, c'est vraiment les challenges plus actuels, avec de nouveaux thèmes. Alors, on pourrait les ranger dans 3 grandes catégories, je dirais. L'impact environnemental, et on pourrait mettre la décarbonation, le lien avec l'amont agricole, on en parlait tout à l'heure, le bien-être animal, la biodiversité, etc. Le point sur le deuxième thème qui est l'économie circulaire, donc toute la modification des emballages, donc la réduction, le recyclage, les filières de recyclage. Alors en réalité, la responsabilité des entreprises sur les emballages est très ancienne, puisqu'on a mis en place une responsabilité des entreprises au début des années 90, mais on en parlait beaucoup moins. Et ce n'était pas sous forme d'engagement des entreprises. Donc aujourd'hui, c'est le cas. Et puis un troisième thème qui est probablement le numérique et la data. Là aussi, il y a un enjeu extrêmement important de discussion d'informations fiables et d'autres éléments, mais on aura peut-être l'occasion d'en parler. Donc en fait, ça, c'est les nouveaux challenges, j'ai envie de dire, et on le voit, en fait, ces challenges, l'enjeu, il est d'y aboutir, mais en transformant complètement le système de production. On ne décarbone pas avec la même usine, on ne change pas les emballages avec les mêmes emballeurs, avec les mêmes sites de production, etc. Donc, c'est une transformation en profondeur pour pouvoir arriver à aboutir à l'ensemble des engagements sur ces sujets. Et donc, les entreprises sont en partie dessus, évidemment, comme on disait tout à l'heure, à un rythme qu'il faut soutenir, mais néanmoins qu'il faut respecter parce que la transformation nécessaire est extrême avec des investissements énormes pour tout le dispositif de transformation. Et donc, l'enjeu principal, il est effectivement d'aboutir, d'y arriver, tout en gardant la pérennité économique des entreprises, parce que sinon, on a quand même échoué, et tout en respectant le rythme aussi, auquel se rajoutent ces éléments de la réglementation, qui structure, qui encadre et qui les oblige d'être aussi. Donc voilà, je dirais, les enjeux et le travail qui est sur la planche des entreprises. Ça fait beaucoup de challenges, de chantiers. Et en faisant les recherches pour préparer cette table ronde, j'avais vu aussi la feuille de route du gouvernement pour
pour l'alimentation et l'agriculture, avec plusieurs défis, notamment celui de la transition écologique, on a parlé. Et dans les chantiers, garantir aux Français l'accès à une alimentation saine et durable, pareil, c'est je pense, un thème récurrent. Et notamment, c'est la planification écologique avec la décarbonation de la filière. Et c'est quand même un enjeu assez fondamental aujourd'hui. Et ça rebondit avec la question que vous posez pour les côtés investisseurs, c'est comment est-ce que vous, investisseurs, vous pouvez aider justement les entreprises sur ces enjeux, les entreprises de réglementaire, à faire face à ces enjeux de l'eau qui sont assez colossaux de décarbonation, en prenant en compte le bien-être animal, de la biodiversité, si on fait que les impacts environnementaux, mais pas seulement. Effectivement, comme on l'a dit, nos entreprises font face à beaucoup de challenges et puis en plus avec un environnement qui est mouvant et complexe. La réglementation, c'est pas simple. Nous, on est passant du temps dans une des fois à tout comprendre. Ça change beaucoup. Et nous, notre rôle en tant qu'investisseur, on a des entreprises qui ne sont pas toutes au même degré de maturité. Il y en a qui sont déjà très structurées avec une personne en charge de la RSE qui finalement a moins besoin de nous. D'autres qui sont plus petites et qui ont à la limite plus besoin d'accompagnement. Et donc notre rôle, nous, c'est de leur donner des outils, leur donner partager un petit peu l'expérience qu'on peut avoir, ce qu'on voit sur le marché, les pratiques, des bonnes pratiques. Donc, comment on fait ça? On a d'abord recruté quelqu'un, donc Déborah, qui est en charge de RSE chez nous, qui clairement, son rôle, c'est non seulement répondre à nos exigences en tant qu'investisseurs, les exigences RSE qu'on peut avoir, mais surtout aussi d'accompagner les entreprises. Donc, offrir un service, leur préparer des outils pour essayer de les accompagner dans leur propre démarche. Et pour ça, on a un certain nombre d'outils, j'en citerai que quelques-uns, et Déborah d'ailleurs, tout à l'heure, on a déjà un outil de benchmark, ce qui est important, parce que ça leur permet de se comparer par rapport à d'autres entreprises qui sont assez comparables, du même secteur, du même sous-secteur. Et donc, ça permet nous, en tout cas, aussi d'avoir des arguments plus concrets. Vous voyez, la plupart des entreprises ont pu mettre en place tel type de démarche. C'est reconnu, donc vous devez pouvoir le faire. Vous êtes dans le même secteur, vous avez les mêmes capacités. Donc ça, c'est un outil assez important. Ça leur permet aussi de voir un retour, parce que souvent les entreprises nous reprochent aussi aux financiers de dire, vous êtes toujours en train de nous poser des questions pour remplir vos statistiques, mais in fine, ça ne nous sert à rien, et il y a des banques qui me le demandent, les différents actionnaires, etc. Et donc, c'est un moyen aussi d'avoir un retour, voilà, on vous interroge, on vous ennuie, on fait une étude, mais vous avez un retour dessus, et ça vous permet de vous benchmarker et surtout de mettre en place des bonnes pratiques. On a d'autres outils qu'on est en train de développer en ce moment, par exemple, effectivement, pour suivre la biodiversité, donc également pour tout ce qui est empreinte carbone, on a mis des outils à disposition des sociétés. Alors, soit elles ont directement leur propre démarche, avec leurs propres outils, leurs propres conseils, etc., elles avancent avec de leur côté, soit elles ont besoin de nous. Nous, on a pré-négocié, mis en place des systèmes pour les accompagner dans ces démarches. Si je peux juste compléter sur la partie accompagnement pour les entreprises, donc effectivement, on a un outil de benchmarking et ça nous permet pour les entreprises qui sont plus ou moins matures sur la RSE, qui ont personne, en fait, on leur donne des outils et aussi sur, par exemple, des indicateurs comme l'indicateur PENICO, où les entreprises n'ont pas forcément entendu cette obligation pour les employés, les entreprises de plus de 50 salariés. Donc on leur donne en fait les différentes clés sur qu'est-ce qu'il faut calculer pour avoir l'indice PENICO, l'écart salarial entre les hommes et les femmes, et d'autres critères sur l'augmentation, par exemple, des employés, ceux qui sont le plus rémunérés. Donc, il y a des choses comme ça où les entreprises ne savent pas comment répondre. Et là, c'est l'occasion aussi de leur donner les clés et tout ce qui va être en termes de définition et de mode de calcul. Donc, c'est des choses plus ou moins, on va dire, concrètes. Et puis ensuite, on a des suivis qui, depuis, je pense, au moins 4 ans, donc on a quand même des KPI sur tout ce qui va être turnover, taux d'absentéisme. Donc, on relève aussi ces indicateurs pour sensibiliser l'entreprise, bien sûr, qui est consciente, mais aussi qui a besoin de se comparer par rapport à leur secteur d'activité. Donc, c'est aussi à la fois encourageant pour l'entreprise et aussi challengeant pour d'autres, celles qui mettent pas forcément en place des cadres comme, par exemple, des politiques
diversité sur l'accompagnement des alternants ou on regarde aussi, par exemple, les alternants qui ont été confirmés en CDI. Donc ça nous permet aussi de voir la promotion interne des collaborateurs qui est aussi un axe de développement intéressant pour communiquer les entreprises. Et ensuite, sur la partie environnement, donc on a lancé une campagne sur les empreintes carbone. Donc, l'objectif, c'était d'identifier l'ensemble des entreprises qui avaient déjà mesuré leur empreinte carbone sur scope 1, 2 et 3 et d'identifier justement des acteurs qui sont plutôt pragmatiques sur les outils aussi et adaptés aux entreprises pour déjà définir qu'est-ce qu'un bilan carbone, qu'est-ce qu'on veut dire scope 1, 2 et 3, qu'est-ce qu'on prend et de leur montrer l'intérêt aussi pour s'inscrire dans une démarche de décarbonation. Donc ça, c'est un sujet assez très important pour nous qui continue aussi parce que quand on est aussi sur la dette, c'est pas aussi pareil. Donc, on fait aussi des évaluations de nos fonds pour qu'ensuite on puisse aller dialoguer avec l'entreprise et leur permettre justement de leur donner des outils pragmatiques. Merci. Merci beaucoup. Donc, vous êtes vraiment à la fois investisseur et partenaire pour faire évoluer dans la bonne direction les entreprises sur ces enjeux de ESG, de RSE. Je me retourne vers Philippe. Donc, on voit les trois raisons de raconter un récit. En fait, plus. Dans les trois raisons, il avait la flexibilité, donner du sens, sa réputation, de tourment transformé. Et je crois que j'en oublie un. Mais donc il y a vraiment l'idée de construire un récit est vraiment essentielle. Je sens que tu vas me demander c'est où est le greenwashing. Exactement, où est le greenwashing, sujet qui intéresse à la fois les entreprises financières, mais aussi les acteurs financiers, parce que on peut voir sur les réseaux sociaux, les réseaux pro, des gens comme Alerte, greenwashing, comme mon pote, enfin, et greenwashing qui dit sanctions réputationnelles, mais aussi sanctions financières possibles. Comment est-ce qu'on fait pour pas tomber justement dans la bascule récit greenwashing? C'est un métier. Non, mais plus sérieusement encore, c'est sérieux ce que je dis. Mais non, effectivement, le greenwashing, c'est la problématique du travail sur le. Alors, le storytelling, c'est le terme que je n'ai pas utilisé depuis le début, mais évidemment, parce qu'il a aussi une connotation qui peut être facilement péjorative, qui peut rimer avec le greenwashing. Mais oui, le problème, c'est que l'engagement, la RSE, le développement durable sont des sujets qui sont devenus mainstream depuis 5-6 ans et donc se sont emparés les gens en charge de la communication dans les entreprises, les marques et donc les agences de publicité. Et je citais tout à l'heure la marque Innocent, qui est une entreprise britannique qui a fait beaucoup depuis le premier jour pour véritablement être dans une démarche engagée sur l'économie circulaire, sur l'empreinte carbone de ses usines, sur le traitement de ses salariés. Enfin, il y a énormément d'efforts et c'est effectivement une entreprise qui est plutôt modèle. Et pourtant, ça ne les a pas empêchés, il y a 6 mois en Bretagne, de se faire prendre la main dans le sac, si j'ose dire, dans une confiture de greenwashing, sur un spot maladroit qui globalement expliquait que pour réparer la Terre, il fallait boire des jus de fruits innocents. Et là, je vais regarder le spot ensemble pour que vous compreniez, mais globalement, et c'est l'autorité de la publicité britannique qui, sous la pression des ONG, a reconnu que ce spot était admissible et Innocent a été obligé de le retirer. Donc, en fait, ce que je vais parler, c'est que la ligne de greenwashing et la ligne de greenwashing, elle est mouvante et elle évolue. Enfin, la notion d'impact zéro ou de neutralité carbone que l'ADEME a traité il y a 1 an ou 2, je crois, avec un guide assez intéressant qui met bien en perspective la complexité de cette affirmation-là, en tout cas telle qu'elle, en est un exemple. Et pourtant, je veux dire, on voit tous
énormément d'entreprises qui, pour le moment, à ce stade, se fixent et affichent cet objectif tel quel. Donc, toute la difficulté, en fait, c'est d'être sur la ligne étroite entre, d'un côté, être très juste ou bien être très ennuyeux et n'oublier l'impact. On a besoin d'impact. On n'y échappe pas dans cet exercice. Et de l'autre côté, franchir cette ligne rouge du greenwashing. Je dirais que, globalement, nous, les trois principes avec lesquels on travaille pour rester sur cette ligne de crête, c'est de rester dans le principe de la réalité, c'est-à-dire de ne jamais être hors sol, qui est malgré tout un piège assez fréquent. Nous, notre travail dans cet exercice-là, enfin, je le disais tout à l'heure, on a deux hémisphères. On fait à la fois de la structuration de stratégie RSE et ensuite leur communication. Dans la partie communication, et précisément parce qu'on sait de quoi on parle, on est en permanence ancré dans la réalité, on donne à voir la réalité. Alors ensuite, d'une manière choisie, sélective, parce qu'on ne peut pas tout expliquer. Et il y a des sujets, notamment dans l'agroalimentaire, des sujets très anxiogènes, ou même, sans parler de l'abattage, par exemple, mais il y a des sujets qui nécessitent une contextualisation qui est trop compliquée à donner à un consommateur. Mais malgré tout, c'est quand même la réalité. La deuxième chose, c'est que cette réalité, on privilégie l'incarnation. On met en avant systématiquement les femmes et les hommes qui structurent l'offre de la proposition de valeur des marques ou des entreprises. Et c'est pour nous très, très important. C'est un des moyens de véhiculer de l'authenticité et de la crédibilité. Puis, évidemment, du coup, si ces deux premières conditions sont remplies, la troisième reste importante, c'est l'émotion. Jouer sur l'émotion et travailler avec, parce que malgré tout, c'est aussi comme ça qu'on sait qu'on accroche les personnes qu'on cherche. Justement, pour rebondir sur ce que Philippe, comme on disait tout à l'heure, les entreprises agroalimentaires sont impliquées dans la RSE depuis très longtemps. Par contre, on s'aperçoit notamment au niveau des PME et TI, elles ne mesurent pas, elles ne valorisent pas et elles ne communiquent pas dessus. Donc, sans tomber dans le greenwashing, etc., je pense que c'est important pour un patron d'entreprise de bien valoriser ce qu'il met en place, de communiquer dessus à la fois en interne pour ses salariés, mais également vis-à-vis de l'extérieur. Souvent, c'est pas reconnu. Faire un beau storytelling qui permettent effectivement de mettre en exergue toutes les mesures qui peuvent mettre en place, c'est important. Et justement, sur cette notion de valorisation de la RSE, est-ce que on va parler tellement, mais au niveau de valorisation de la RSE, il y a des distributions, vous êtes toutes parties prenantes aujourd'hui dans le prix. C'est un sujet. Oui. En fait, c'est un vrai point, parce qu'en fait, ce que j'ai dit tout à l'heure, quand il y a des démarches RSE qui ne portent pas leur nom forcément, c'est des démarches de bon sens, d'équilibre, qui sont mises en fait dans des entreprises, de sensibilité, etc., et qui ne sont pas valorisées. Et donc, du coup, pas forcément certifiées, pas forcément expliquées, etc. Et donc, en effet, ils ont probablement besoin de prendre le temps pour l'entreprise de s'organiser pour le valoriser, ce qui est encore une chose en plus à faire un patron d'entreprise qui est un peu sous pression quand même. Et puis, il y a l'autre versant qui est aussi qu'en fait, tout ça a un prix. Transformer son système de production, changer sa recette, se sourcer au plus local, changer son système de pâturage avec ses biens, avec ses producteurs, améliorer le bien-être animal, etc. Tout ça a un coût. Et vous voyez venir, c'est un coût, mais est-ce que les consommateurs sont prêts à supporter le coût? C'est toujours la même question, c'est une question, et on est en situation de crise. La question est d'autant plus prégnante. Mais, et vous savez aussi, on a un jeu de fixation des prix qui est loin d'être un jeu, en réalité, une règle de fixation des prix avec la distribution. Et on s'aperçoit dans les discussions que la RSE n'est pas forcément valorisée ou prise en compte dans la fixation des prix et dans la possibilité d'augmenter le prix par les distributeurs ou industriels. Et donc, on peut être aussi dans une sorte de situation où à quoi bon si je ne fais que réduire mes marges parce que j'augmente le prix de l'ensemble du système de production pour un meilleur produit, si je n'arrive pas, que je suis entrepreneur, je n'arrive pas à le valoriser,
ben, je perds mon entreprise. Donc, en fait, il y a un système qui se met en place qui n'est pas des meilleurs et qui mérite vraiment d'y réfléchir, savoir comment la valorisation de toute la chaîne, un produit plus sain, plus sûr, plus durable, a un coût, la majorité du temps, plus élevé qu'un autre produit. Et donc, cette répercussion du coût, elle aussi, elle doit être envisagée, probablement accompagnée, réfléchie en amont aussi. Et d'ailleurs, paradoxalement, tu mentionnes le fait que les distributeurs ne récompensent pas, entre guillemets, forcément les efforts qui sont faits par les entreprises de l'agroalimentaire et en même temps exigent de plus en plus alors non seulement qu'elles remplissent des critères pour certains qui deviennent la norme de base, mais demandent de plus en plus aux commerciaux de l'agroalimentaire un argumentaire RSE. Nous, on est c'est relativement récent, on est sollicité depuis, je dirais, 2-3 ans par nos clients de l'agroalimentaire sur des trade stories spécifiques RSE, parce que ça devient, et sans même payer dans le box une personne spécialisée de la RSE chez Carrefour, Chaumont, Leclerc, mais simplement parce que la surenchère des distributeurs sur cette thématique se répercute dans la discussion, même la discussion normale, même si ensuite, en termes d'acceptabilité, de reconnaissance prix, les entreprises n'ont pas forcément un motif. C'est très intéressant ce plus grand différence sur le sujet de valorisation de la RSE. Côté investisseur, on parle de performance financière, mais aussi de performance extra-financière. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est possible de démontrer concrètement que ça crée de la valeur pour les entreprises de l'agroalimentaire? Je pense qu'on on a envie de répondre oui, mais est-ce qu'on ne peut pas le mesurer en temps réel aujourd'hui? Je ne pense pas qu'on sache encore le mesurer et le quantifier. Après, comme le disait Sandrine, il y a des coûts aussi qui sont liés. Je pense que nous, on a l'avantage en tant qu'investisseur de réfléchir long terme et donc la valorisation long terme d'une entreprise. Dans la valorisation long terme d'une entreprise, il y a aussi la pérennité, la sécurité, etc. Donc, améliorer le RSE, c'est limiter un certain nombre de risques. Donc, in fine, il prend en compte dans la rentabilité, même si ça impacte à très court terme un petit peu la marge ou la rentabilité très court terme. Mais bon, moi, j'ai tendance à citer, on a une entreprise dans notre portefeuille qui s'appelle Mademoiselle Dessert, qui est reconnue comme une des références en termes de démarche RSE, qui a fait énormément de choses, qui a obtenu des quantités de certificats et de labels. Et son président répète sans arrêt que son produit, toutes les démarches RSE doivent être rentables. Il investit, mais il ne faut pas que ce soit un coût, ça. Effectivement, il y a un retour en face. Et je ne vais pas faire des profits sur ces démarches RSE, mais c'est son critère de sélection de ce projet. Et n'empêche que depuis une quinzaine d'années, c'est énormément engagé là-dedans. Il a une entreprise qui est au top en termes de démarche, de mesures prix, d'efficacité, de produits qu'ils ont pu sortir. Donc, je pense que c'est faisable. Après, faut choisir aussi ses combats. Mais pour répondre plus directement à la question, on ne sait pas le mesurer aujourd'hui. En tout cas, moi, je ne sais pas. Je n'ai trouvé le moyen de le mesurer. Je pense qu'il ne faut pas non plus faire de la RSE, comme disait Sandrine, si on n'arrive plus à vendre ces produits ou qu'on les vend à perte, c'est pas viable. Donc, on est quand même il faut aussi vendre des produits qui sont attendus par les consommateurs et que les consommateurs sont prêts à en payer le prix. Et on a rien s'adapter au marché. C'est clair. Et pour Sandrine, on a parlé des attentes des investisseurs. Est-ce qu'il y a des attentes particulières des entrepreneurs de l'industrie agroalimentaire sur le sujet RSE/ESG vis-à-vis de leurs investisseurs? Est-ce qu'il y a des chantiers communs qui pourraient être conduits? Finalement, on les a d'une certaine manière abordés, puisque je ne sais pas si ce sont des attentes ou je ne saurais pas les qualifier ainsi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un besoin très clair d'accompagnement sur les grands sujets tels qu'on les a cités tout à l'heure et qui nécessitent des investissements mais très importants, colossaux, pour une entreprise, colossaux. On parle de décarbonation, de transformation des emballages ou du numérique. C'est des investissements très importants. Donc, au moins sur l'accompagnement sur ces thèmes-là, je pense qu'il y a un vrai besoin d'écoute, de compréhension, et de compréhension aussi
dans cet accompagnement sur le côté investissement, mais de la compréhension du système réglementaire dans lequel les entreprises sont aussi, mais par ailleurs, pas sur les critères effectivement, mais sur les critères de toutes, dont je parlais tout à l'heure, hein, la loi anti-gaspillage, AGEC, climat, etc., qui sont des exigences, notamment par l'économie circulaire, avec une feuille de route et des échéances en 2025, 2030, 2040. La décarbonation, on parle de 2040, hein, c'est des engagements pour 15 et 20 prochaines années. Et je pense que c'est aussi une très bonne compréhension de ce dispositif réglementaire, vous avez certainement, mais qui est nécessaire pour accompagner dans le bon sens les entreprises pour qu'elles soient à la fois innovantes, singulières, mais en même temps dans le cadre réglementaire dans lequel elles sont inscrites. Et ça, c'est peut-être pas si évident que ça à faire pour tous et pour les entreprises et pour les fonds aussi. Puis je crois qu'il faut quand même saluer l'audace des entreprises. Hein, elles vous attendent aussi pour ça. Enfin, je pense que c'est votre rôle. Donc ça c'est important. Et puis, je crois aussi qu'on peut et saluer, et je pense que vous le savez mieux que moi, c'est la résilience des entreprises agroalimentaires qui passent quand même pas mal de crises régulières, qui ont nourri les Français pendant la crise Covid, qui ont réussi cet exploit, qui ont jamais rien lâché, qui continuent à investir, etc. Et avec une forme vraiment de résilience qui est importante et qui, je pense qu'il faut aussi pouvoir accompagner. Moi, est-ce que j'ai le droit de poser une question? Ah oui. Parce que je vais poser une question. Non, mais la question, elle est liée au fait que moi j'ai entendu, elle s'adresse à vous, Michel, vous avez expliqué que vous avez mis en place des outils d'accompagnement des entreprises, y compris sur des problématiques qui sont encore mal mesurées par les critères ESG, la biodiversité, vous avez intégré le bien-être animal dans un des piliers, peut-être que tu en parlais tout à l'heure. Moi, ma question, c'est comment vous faites le point avec vos propres investisseurs pour valoriser tous ces efforts qui sont parfois énormes et qui parfois même sont les efforts principaux que Sandrine mentionnait dans certaines entreprises de PME qui sont contraintes sur le bien-être animal, par exemple. Travailler sur le bien-être animal pour une entreprise comme charcuterie, par exemple, c'est super compliqué. Ça nécessite de revoir ces filières d'approvisionnement, de travailler éventuellement avec des ONG, de rentrer dans... Et tout ça, même si visiblement, vous l'avez bien intégré dans votre accompagnement, comment vous le valorisez auprès de vos investisseurs? Est-ce qu'il n'y a pas un gap là, entre deux mondes qui ne se parlent que partiellement sur ça? Je pense qu'on retombe un peu dans la même histoire que le storytelling pour les entreprises. C'est compliqué de valoriser ça auprès de nos investisseurs pour différentes raisons. Parce que d'abord, on disait tout à l'heure, tout le monde a un avis sur l'agroalimentaire, puisque tout le monde est un consommateur, donc a son dada, ses inquiétudes, ses sujets. Et c'est vrai que des fois, on voit des investisseurs, c'est focalisation sur la malbouffe. Pour eux, la malbouffe, c'est une définition assez vague, hein, c'est parce que c'est gras, parce que c'est si, etc. Et quand on lui dit, il faut bien que des choses qui se mangent depuis l'éternité, et quand c'est quand même bon pour la santé, il y a du mal à leur expliquer. Donc non, c'est pas simple de répondre à leurs attentes. Le meilleur moyen, hein, c'est de montrer ce qu'on a fait. Donc c'est tous les outils qu'on a pu en mettre, les démarches qu'on a. On n'a pas parlé, mais on a par exemple un outil de notation qu'on a mis en place en interne, dédié à l'agroalimentaire. C'est-à-dire qu'avant chaque investissement, on a une notation ESG, sur nos analyses financières, et qui nous permet effectivement de classer, et qui peut éliminer certains dossiers, normalement, si la note est trop mauvaise, mais surtout aussi de bien identifier les points, en guillemets, à risque ou faibles de la société. Et cette notation est revue annuellement. Chaque année, on refait le point, une fois qu'on a investi, pour voir si les sujets s'améliorent, comment. Donc voilà, on leur démontre qu'on a un certain nombre d'outils qui nous permettent effectivement d'accompagner les entreprises. Et après, on essaye de montrer le progrès des entreprises qu'on accompagne. Ça, c'est beaucoup moins facile, de toute manière, parce qu'il y a des choses qui sont très concrètes, mesurables. Il y en a d'autres qui le sont beaucoup moins. C'est nos rapports ESG qui nous permettent de montrer effectivement globalement nos études avec des indicateurs, certaines progressions, certaines statistiques. On a du mal à montrer réellement une évolution, mais également en racontant des histoires que certaines sociétés, certaines participations ont pu faire.
mais on n'est pas encore, effectivement, parce qu'on se posait la question, notamment sur l'empreinte carbone, etc. Est-ce qu'on arrivera demain à mesurer des températures sur nos fonds ou des choses comme ça? Il y a certains investisseurs qui nous posent la question. Notre premier exercice montre que ça va être compliqué. Par exemple, on a une entreprise dans notre portefeuille qui fabrique des chaudières pour l'agroalimentaire, des chaudières à vapeur, c'est indispensable dans l'industrie agroalimentaire. Et donc, quand on fait son scope 3, le principe du scope 3, c'est qu'on prend toute l'utilisation de la chaudière sur les 20 ans à venir. Donc, y compris toute sa consommation de gaz qu'elle va avoir dans les 20 ans à venir. Donc, vous imaginez le bilan carbone de cette pauvre société. À elle seule, elle fait 50 fois ou 100 fois, elle fait 10 000 fois la moyenne de le portefeuille, donc elle fait plus de 1000 fois tout le portefeuille réalisé. Donc, et pourtant, c'est une entreprise qu'il faut accompagner, pour pas qu'elle soit délocalisée à je ne sais dans quel autre pays. Donc, et pourtant, ils ont des démarches assez développées en termes d'amélioration ils ont a priori, puisqu'on a fait l'étude sur le dossier, parmi les meilleures chaudières, en tout cas les plus efficientes, qui permettent d'économiser l'énergie. Mais pris dans son ensemble dans un fonds, c'est un peu difficile à loger. Donc, j'espère qu'on n'arrivera pas à des réglementations où on va imposer des quotas sur le fonds, parce que ça veut dire que, in fine, il y aurait carrément des entreprises qu'on ne pourrait plus accompagner. Tu me permets? Oui, en fait, je rebondis sur ta question et les types d'accompagnement et les systèmes, j'insiste un peu sur ça, mais les systèmes dans lesquels les entreprises sont, par exemple, on parle de la biodiversité. C'est un sujet essentiel, c'est un sujet d'avenir, c'est un sujet sur lequel les entreprises souhaitent s'engager, peuvent s'engager pour certaines ou pourront le faire dans le futur. Néanmoins, on ne sait pas faire, en fait, on ne sait pas... on connaît les bonnes pratiques, le pâturage, on connaît certaines en tout cas, mais on ne sait pas comment le mesurer, on ne sait pas comment l'évaluer, on ne sait pas comment l'évaluer sur plusieurs années, encore moins. Et pour autant, il faut pouvoir s'engager pour une entreprise. Et en parallèle, il y a aujourd'hui bientôt une obligation, en tout cas pour l'instant c'est en démarche volontaire, de mettre un affichage environnemental des produits alimentaires. Donc l'impact, donc il y a quelques initiatives qui existent déjà privées, vu, mais en tout cas, à partir de l'année prochaine, normalement, il y aura un dispositif prévu par l'État et qui permettra de mettre l'affichage environnemental. Dans cet affichage environnemental, c'est une construction assez complexe, plein de critères sur l'impact carbone, etc., et la biodiversité, sachant qu'on ne sait toujours pas la mesurer. Que les plus spécialistes travaillent dessus au niveau européen, national, parce qu'on a eu une expérimentation l'année dernière, toute l'année, on ne sait pas très bien quels critères prendre. Et là, vous imaginez, vous êtes un entrepreneur, alors vous savez que vous avez l'État qui va mettre en place un affichage environnemental avec la biodiversité au milieu. On ne sait pas très bien encore comment. Les investisseurs qui vous disent très bien comment on peut aller ça, nous on va faire peut-être une grille d'évaluation, etc. On peut être très vite perdu en fait. Et on peut très vite être sur un dispositif qui n'est pas forcément cohérent, qui peut faire perdre du temps, etc. Et donc là aussi, quand on est sur des petites ou moyennes entreprises, c'est extrêmement complexe de trouver d'avoir les bons outils et de faire ses bons choix en fait. Donc là, l'accompagnement, pour l'aide à la décision, en tout cas, il est majeur parce que le dispositif, il est vraiment très complexe. La biodiversité est qu'un exemple. Il y en aurait plein d'autres. Oui, du coup, en fait, grâce à la loi énergie-climat, un cadre qui nous permet de justement développer des outils pour nous-mêmes, déjà pour qu'on soit au clair sur ce qu'est la biodiversité, qu'est-ce que je veux dire en fait, les dépendances sur les services écosystémiques des entreprises et leurs impacts sur la biodiversité. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose que nous, à notre échelle en tant que fonds, on essaie aussi de comprendre pour ensuite aller dialoguer avec l'entreprise et aussi quelque part sensibiliser et éduquer sur en quoi on peut agir sur la préservation de la biodiversité ou favoriser la biodiversité. Donc, c'est des sujets auxquels on travaille en ce moment et c'est notre prochaine justement étape sur l'accompagnement des entreprises. Donc, c'est un grand sujet. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Dans les programmes tout à l'heure, j'ai vu un programme à l'instant qui s'appelle Data, une plateforme qui, par rapport à votre spécialisée sur le carbone, c'est spécialisé sur un secteur et au-delà du carbone, à part
cherchent à embarquer chez vous à l'université de Solo. Si vous avez une expérience avec cette plateforme, j'ai vu les résultats. Ils ont un exemple ça travaille dans l'industrie des pierres, c'est assez impressionnant. Notamment parce que ne travaille pas réellement sur les facteurs d'émission. Avez-vous une expérience sur cette initiative de Green Data? Green Data. Alors, j'ai pas entendu parler de cette plateforme. Elle a un site internet, je ne peux pas la faire. C'était fait. D'accord. Quelqu'un peut répondre. Désolé, je ne vais pas répondre à cette question, je vais en poser une autre. Manuel Audouin, du monde de l'État Salmon. Il y a eu les mots certification, il y a eu les mots watching, les mots scoring. Dans l'agroalimentaire, dans la chaîne alimentaire, depuis 3 ans, je crois que le Nord, a participé sur exemple la verticillétran, le verticillétran, qui permet de structurer. Vous voulez avoir le ressenti de nos intervenants, parce que voilà, nous, on a pas mal de ces entreprises qui nous disent, je fais des actions en matière de RSE, je peux faire accompagner, elles sont compétitives, elles sont équilibrées avec le pôle. J'ai besoin de démontrer, de donner confiance. Il me faut un tiers de confiance. Est-ce que cette norme, la mairie internationale, les lycées, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a une petite sœur de la 26 000, mais appliquée spécifiquement à la chaîne alimentaire, est-ce que cette norme peut être une réponse aux questions que vous posez, notamment par rapport aux investisseurs? Alors, oui, tout à fait. Alors, nous, c'est vrai qu'on a l'habitude de voir différentes certifications sur l'éco-valence, par exemple, parce que c'est une demande de fournisseurs. Et effectivement, elle a le mérite d'exister, mais elle a aussi ses limites. Et on a effectivement d'autres entreprises qui travaillent sur l'AFNOR, pas l'ISO 26000, et label RSE engagé, et donc du coup qui leur permettent de structurer leur démarche. Et aussi, de plus en plus, on a un certain nombre d'entreprises qui travaillent sur la certification Bicorp, qui ont obtenu la certification Bicorp, et d'autres donc sur la 26030. Je regarderai ça. Ça peut être intéressant, en tout cas, pour certaines des entreprises qui n'ont pas encore de cadre. Et surtout qu'elle est spécifique à la chaîne alimentaire. Pour moi, c'est super. Et juste pour répondre plus généralement à la question, oui, c'est un moyen pour elle de des sociétés à chercher les labels de ce type-là. Après, elles s'adaptent en fonction de leurs moyens. On a déjà vu 2-3 qui ont la label de 2030, mais on a aussi justement Bicorp aussi qui se développe. Bonjour, je m'appelle Anne-Laure, je travaille pour Rayeur. Je voulais mettre le doigt sur 3 choses qui sont un peu éclairées, mais peut-être pas. La première chose, c'est que en tant qu'entreprise, nous, le dialogue actionnarial, c'est souvent, et qu'en fait, quand on a c'est tout à Internet, quand on a un éditeur ESG dans le bureau, la première question qu'il nous pose, c'est c'est quoi votre objectif de chiffre d'affaires? La deuxième question qu'il nous pose, c'est c'est quoi votre objectif de rentabilité? La troisième question qu'il nous pose, c'est c'est quoi votre objectif de cash flow? Donc, je ne suis pas caricaturale. Et donc, moi, ma conviction, c'est que si les investisseurs veulent vraiment accompagner nos sujets, il faut qu'ils prennent aussi leur part et qu'ils soient prêts à afficher de combien d'argent ils sont prêts à perdre ou à gagner moins en accompagnant vraiment les bonnes vertueuses. Et je crois que ce dialogue-là doit être réel. Mais il doit faire, l'investisseur doit être aussi capable de dire qu'il est prêt à ne pas sortir de 6%, mais que 4%, parce que il accompagne des boîtes qui, elles, sont prêtes à investir. La deuxième chose que j'ai en tête, c'est la réalité de la RSE aujourd'hui, c'est qu'en fait, on est en train de se transformer en secrétariat à remplir des tableaux de chiffres pour les investisseurs, pour les ONG, pour la terre entière. C'est un métier qui est dur aujourd'hui,
parce que c'est un métier qui nous, on reçoit des emails de gens qui nous disent merci de faire le coaching. Et tout, évidemment, tous les coachings sont différents. La première chose sur laquelle je voudrais mettre le doigt, c'est que on est en fait dans un gros poste de greenwashing. Je crois que c'est accepté dans le métier, tout le monde. Et en fait, on a aussi besoin de greenwashing. Les gens en interne, ils sont terrorisés par cette idée de greenwashing. Et donc, on n'arrive même plus à, et c'est un peu ce que on n'arrive même plus à avoir un récit tellement tellement ils sont terrorisés de pas d'aller un tout petit peu trop dans les limites. En fait, c'est vraiment la réalité et donc, ils ont aussi besoin d'encouragement pour oser regarder Je vais prendre plusieurs éléments sur qui part de la fin sur le greenwashing et la difficulté. Non, mais oui, c'est pas une question. Je ne peux qu'être d'accord avec ce qui me crée, c'est une troisième voie. Et effectivement, je comprends très très bien que la dictature de l'opinion sur cette notion de greenwashing, et puis effectivement, la part réelle de greenwashing, malheureusement, est encore assez présente, et un effet sur le sentiment d'empowerment des équipes pour pouvoir s'exprimer. Mais c'est possible de le faire. C'est simplement, c'est complexe. Et c'est peut-être ça la vraie nouveauté qu'il faut apprendre, c'est que parfois c'est objectivement plus simple d'avoir une communication publicitaire qui joue dans un terrain de jeu qui est connu depuis un siècle. Et voilà, donc on sait à peu près avec quel repère on va jouer. Il y a des leviers, il y a des bonnes équipes, etc. La problématique du storytelling de la SE, c'est qu'effectivement, c'est des règles du jeu un petit peu nouvelles, très complexes, on marche sur le jeu, c'est vrai. Et en même temps, j'ai la faiblesse de penser que on a, les seuls, hein, et on a des clients qui arrivent à avoir un récit qui pense et qui, pas uniquement en interne, mais aussi la plateforme interne et la première étape, mais qui est très contributif de la création de valeur, de la réputation. Donc c'est choses-là. Sur le reste, je le sais. Sur les questionnaires, vous me recevez quelque part. Alors, c'est un peu caricatural, j'espère, du coup, en tout cas. En tout cas, sinon, il faut venir chez Céréa, parce qu'on ne peut pas lire les questions. Mais oui, vous avez raison. On est des investisseurs et nous, on lève nos fonds auprès d'autres investisseurs. Des coopérations, des de retraite, des assurances. Vous savez, ils nous disent tous, quoi, mais votre démarche ESG, c'est très important pour nous. Vous savez, il y a la biodiversité, l'empreinte carbone, etc. Et après, quelle est la sélection? C'est faut que vous soyez dans le first quartile. First quartile, c'est quoi? Dans le quart des premiers fonds le plus performants. C'est comme ça qu'ils sélectionnent. Donc oui, malheureusement, on nous impose aussi des retours. Et donc, en tant qu'actionnaire, on ne peut pas dire, oui, super, faites des beaux investissements ESG et on ne va pas gagner d'argent pendant 20 ans. Non, ça ne marche pas. Il faut trouver le milieu entre les deux. Je pense que malheureusement, on est toujours contraint. C'est pas blanc ou noir, il faut arriver à répondre aux environnements, aux réglementations, à nos propres sentiments, à ce qu'on a envie de faire, tout en ayant des projets qui apportent quelque chose, qui apportent de la valeur. Après, sur vos questionnaires, oui, je comprends. On essuie le même problème qu'on appelle certaines entreprises, que nous, la dernière fois qu'on reçoit des questionnaires, c'est un vrai sujet. C'est un peu le sujet qu'on a évoqué tout à l'heure, avec la réglementation de demande de produire des quantités d'indicateurs. In fine, on se retrouve avec une entreprise qui a des contacts avec une dizaine de banques, avec des fois plusieurs actionnaires, avec et remplit des quantités de questionnaires qui sont complémentaires, qui se ressemblent tous, mais qui sont tous différents. Donc j'espère qu'on va arriver, et ça c'est un des chantiers de France Invest, c'est déjà en tout cas pour notre profession d'essayer de normaliser ces questionnaires-là, de façon à ce qu'il y ait le moins de divergences possibles et que ce soit plus simple pour les entreprises et qu'à la limite, si c'est rempli pour un, c'est rempli automatiquement pour l'autre pour éviter ce genre de problématique-là. Mais c'est un peu le défaut aujourd'hui des réglementations qu'on impose à tout le monde.
Et sur les questionnaires, c'est un sujet vraiment qu'on a chez France Invest, parce qu'on envoie énormément de questionnaires à nos membres, qui eux aussi, d'un moment, ont trop de questionnaires à remplir. Donc, j'ai pas dit que même France Invest, on envoie des questionnaires, ou l'AFG, etc., et on nous dit qu'il répond. Et donc, on a vraiment envie de standardisation, d'accès à la data fiable, de qualité et un accès assez simple. Donc, c'est en gros, enfin, c'est un de nos chantiers. Ah, pardon. Je disais que les questionnaires et l'enjeu de la data, que les questionnaires et l'enjeu de la data étaient un des chantiers, une des préoccupations de France Invest, parce que les investisseurs envoient des questionnaires à leur participation. On a l'exemple ici présent. Mais aussi, nous, chez France Invest, on envoie un nombre assez important de questionnaires pour compiler des statistiques et produire des études. Donc, c'est un sujet qui est connu et on travaille un peu à standardiser et simplifier si possible. Bonjour. Hubert, d'un partenaire de recrutement. Moi, j'ai une question pour Sandrine Blanche-Manche. De la même manière qu'on a discuté du rapport de négociation de mise en valeur auprès du souscripteur, comment est-ce que vous discutez de la mise en valeur auprès de la grande distribution? Parce que j'imagine que la grande distribution, c'est quand même un enjeu pour souvent distribuer les produits à l'issue de ces démarches RSE. Oui, alors ça rejoint un petit peu ce dont on échangeait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a deux choses. Avec la distribution, il y a des relations à plusieurs moments. D'abord, vous savez, il y a des marques distributeurs, donc il y a des industries qui produisent pour les distributeurs. Et donc là, il y a un accord qui va se faire sur la démarche à mettre en œuvre, etc., les demandes de la distribution qui vont demander, qui vont avoir des exigences par rapport au type de production qu'ils vont avoir. Ça fait un accord client-fournisseur, j'ai envie de dire. Et puis il y a un autre moment qui est sur la fixation des prix dont je parlais tout à l'heure, ça se fait normalement une fois dans l'année. Cette année est une année exceptionnelle puisque ça a été renouvelé du fait de. On ne revient pas dans les détails. Donc, en fait, donc à ce moment-là, quand on fixe les prix, ce qu'on a observé ou ce qu'on nous a remonté de l'observatoire qu'il y a, c'est que on a mis en place, c'est que les démarches RSE ne sont pas forcément valorisées ou prises en compte par les distributeurs dans la fixation du prix. Et donc, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Pour autant, ça ne les empêche pas de leur demander de raconter les démarches RSE, et ça fait finalement partie presque. Et il ne faut pas caricaturer, donc c'est pas dans toutes les situations, mais en tout cas, ça en fait partie du minimum maintenant du contrat de base, même si la démarche a été mise en plus récemment, avec des moyens et des investissements supérieurs, ça fait partie du minimum de base et ça ne va pas forcément se traduire par une augmentation dans le prix. Donc, dans beaucoup de cas, ça peut aussi être le frein, en tout cas un handicap très fort pour l'entreprise qui ne va pas pouvoir valoriser l'ensemble des investissements qui ont été faits. Donc, il n'y a pas toujours, pour répondre finalement à la question, il n'y a pas toujours de valorisation par la distribution, de la valorisation de la démarche RSE, pardon, dans le prix. D'où l'importance que beaucoup enfin, moi, je saluais tout à l'heure l'industrie agroalimentaire qui globalement a été parmi les pionnières en termes de transformation RSE. Et nous, on le voit avec, globalement, on a travaillé le cabinet a été fondé en 2010. Pendant 5 ans, globalement, c'était 100% de notre activité agroalimentaire. Et depuis 2015, on a une multiplicité de secteurs qui viennent nous voir. Et on voit bien la différence. Un secteur qui a quand même pris un certain temps d'adaptation, tout en pensant qu'il a été assuré et qu'il n'avait pas le temps. Et puis, des secteurs qui se réveillent, des entreprises qui se réveillent très tardivement, 6 mois avant la mise en œuvre d'une réglementation, ou simplement suite à un scandale ou une polémique qui devient très difficile à ne pas adresser. Et donc, du coup, c'est effectivement compliqué à dire pour toi, mais
ce nouveau contrat de base qui n'est pas forcément valorisé, il se trouve qu'il y a quand même beaucoup d'entreprises dans l'agroalimentaire qui ont eu malgré tout un certain temps pour s'adapter. Et celles qui sont un petit peu en retard sur les nouveaux enjeux, qui se pointent, ou celles qui vont beaucoup travailler sur des enjeux qui étaient très structurants pendant 10 ans, mais il y en a d'autres qui arrivent et qui sont un petit peu nouveaux et parfois complexes, ont vraiment intérêt à rapidement s'y mettre, parce qu'en effet, il y a ce seuil du contrat de base qui à un moment arrive et qui est super compliqué à gérer, parce que si on ne peut pas répondre, là, c'est pas un supplément de prix, c'est un intervention qui est agée. Bonjour, Alexandre Chanteur, FL. Je vous posais une question. On parle beaucoup d'inflation réglementaire qui complexifie les règles pour les entreprises. Et à côté de ça, les moyens et nos autorités de contrôle sont de plus en plus faibles. On demandait à l'ANIA qu'est-ce que vous pourriez mettre en place comme action pour rassurer les clients dans les autocontrôles, dans le contexte des quelques scandales qu'on a pu voir dernièrement. Est-ce qu'on parle de RSE? Je pense que ça fait partie de la traçabilité. Vous parlez c'est pour bien comprendre, vous parlez des autocontrôles liés à la sécurité des aliments. Tout à fait. D'accord. Parce que pour pas répondre, je peux répondre, c'est pour pas répondre à une mauvaise interprétation de, voilà. Alors en fait, les autocontrôles, peut-être que tout le monde ne sait pas, j'explique quand même en 2 mots ce que c'est. Donc il y a des contrôles et des autocontrôles. Donc je rappelle quand même qu'on a la réglementation la plus contraignante en Europe. Alors la réglementation française est sur une réglementation européenne qui est des plus contraignantes, et la réglementation française en termes de sécurité des aliments et européenne est vraiment extrêmement contraignante et il est plus sûr. Je tiens à le rappeler parce qu'on peut en être fier, ce qui n'empêche pas pour autant parfois un événement, une crise, etc., qui est souvent en fait le résultat des contrôles et des autocontrôles. Quand on a une crise, finalement, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire qu'on a vu le problème et qu'il n'est pas arrivé sur le marché et que personne n'a consommé ce produit. Parfois, il arrive qu'on arrive sur une crise extrême où un patient, une personne, un consommateur a consommé le produit. Enfin, un patient, mais un consommateur a consommé le produit. Donc, je ne vais pas dire que ça n'arrive pas. Ça relève de l'exceptionnel, néanmoins. Et quand on a une crise ou quand on a un retrait rappel, c'est parce que le système a bien marché. Donc, il faut quand même me le rappeler. C'est extrêmement important. Et dans ce système, il y a plusieurs choses. Il y a des contrôles officiels faits par les autorités, autorités compétentes, avec des plans de contrôle annuels, et puis des contrôles inopinés. Voilà. Et puis, le dispositif, il est aussi lié à des autres contrôles qui sont mis en place par les entreprises, qui ont un plan, leur propre plan, qui s'appelle un plan de surveillance, qui va être transmis aux autorités et qui va valider ce plan de surveillance. L'entreprise ne fait pas ce qu'elle veut, mais en tout cas, elle va mettre en place ses propres contrôles avec les laboratoires de référence et le tout sur un plan qui a été déclaré aux autorités. Dès qu'un résultat apparaît pas bon ou pas dans les normes, ce résultat est transmis directement aux autorités, puis validé, deuxième contrôle, et ensuite on met en place les mesures correctives et bien sûr un retrait du produit du marché, voire un rappel si le produit a déjà été consommé. Donc, en fait, le dispositif qui est en place est relativement solide et peut-être qu'on n'en parle pas assez. En fait, et il y a peut-être une peur du fait qu'on pense que l'autocontrôle et donc les entreprises font ce qu'elles veulent. Il y a peut-être une méconnaissance du dispositif. Donc non, les entreprises ne font pas ce qu'elles veulent. Elles ont la responsabilité ensuite de la sécurité du produit et de la sécurité du consommateur. C'est une responsabilité très lourde qu'elles ne prennent pas à la légère. Donc, le dispositif aujourd'hui est relativement, il devrait en tout cas rassurer les consommateurs. Et je peux entendre que c'est compliqué. Je pense que peut-être un manque de pédagogie et d'explication sur exactement comment sont faits ces contrôles. Ça répond à. On est arrivé au fin de notre temps imparti. Est-ce qu'il y a une dernière question? Ma question est plutôt pour vous, Barbara.
Vous avez beaucoup parlé d'accompagnement des entreprises. Aujourd'hui, Damien a rappelé le contexte réglementaire qui est dense. Tout n'est pas encore transposé dans les lois. Comment vous accompagnez vos participations sur se préparer au mieux aux personnes de demain? Alors, oui, effectivement, sur l'avalanche des réglementations, déjà, nous, en tant que structure chez Céréa, c'est aussi du temps pour former nos collaborateurs en interne. Et pour nos participations, en fait, comme elles ne sont pas tous régies par la réglementation sur les entreprises de plus de 250 salariés, pour l'instant, on les incite on leur donne des publications, plutôt des résumés de publications, et ensuite on leur transfère plutôt des conférences qui seraient adaptées à leur structure, dans un premier temps pour les sensibiliser sur tout ce qui va être CSRD. Donc voilà ce qu'on fait pour le moment pour accompagner nos participations. Et ensuite, si bien sûr on les relance, mais c'est souvent en fait de manière plutôt individuelle sur leurs besoins en termes de reporting, surtout sur la compréhension de publier ce qui va être sur la taxonomie, par exemple sur les OPEX, CAPEX et les chiffres d'affaires, qui seraient alloués à des projets environnementaux. Donc c'est plutôt sur ces sujets-là où on travaille de manière un peu plus individualisée avec les entreprises. Pour préciser, notre objectif, avec notamment mettre en place un poste comme Déborah, c'est d'avoir quelqu'un qui connaisse le plus possible toutes les réglementations et qui soit capable de répondre en partie aux questions de participation. Mais on va structurer ça de façon à soit on est capable de répondre, soit on est capable d'apporter une solution avec des conseils, etc., pour leur pré-mâcher le travail. On ne sera jamais capable de répondre aux questions parce qu'on doit être une approche thématique, on n'est pas non plus des spécialistes de l'agroalimentaire, donc on sera toujours limité par nos capacités, mais l'idée, c'est d'avoir effectivement le plus possible la capacité de répondre à le plus possible de questions, soit par nous-mêmes, soit en mettant en place des outils, des conseils. Bon, merci à tous. Céline, Michel, Déborah et Philippe. J'espère que cette table ronde vous a plu et que les échanges ont été très intéressants. C'est un sujet dans lequel je découvre depuis quelques jours et l'agroalimentaire. Et il y aura le replay disponible qui sera publié prochainement. Voilà. Merci à tous.